Bon mercredi tout le monde, bienvenue à cette édition de On Jase, édition du 2 décembre et j'espère que vous êtes en forme. Et comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon collègue, le talentueux Martin Lemay. Et je retire mon masque au même moment parce qu'on rappelle toujours l'importance de bien protéger les autres, par le fait même se protéger également. On se lave les mains, distanciation sociale. Et là, il faut faire attention. On l'a dit, il y a des éclosions un peu partout et c'est jamais des bonnes nouvelles. Encore aujourd'hui, le nombre de cas qui a augmenté de façon dramatique au Québec. Alors, mon cher collègue, je te salue. Comment ça va, Martin? Ça va fantastico. Puis comme je te disais juste avant d'entrer en ondes, je suis allé faire des petites commissions pour ma mère, qui nous écoute d'ailleurs. Ma mère qui nous écoutait sur le web, mais là, elle switchait à TV. Fait que je suis allé faire des petites commissions pour ma mère. Puis, on la salue. Puis les gens sont hot. Il y a un monsieur qui m'a reconnu malgré le masque à la caisse pour me dire, là, je m'en vais écouter ça. Là. Fait que je le salue. Je salue tous les nouveaux fans de On Jase et surtout les vieux fans de On Jase qui sont là depuis les tout débuts. Alors qu'on faisait ça dans un garde-robe. Oublie ça, les décors puis les micros RDS. On n'avait pas ça dans le temps. Et moi, il y a même du monde qui m'en parle puis qui m'envoie des suggestions de chandail. Tu sais, tu devrais mettre tel chandail, tu te manque pas tel chandail, parce qu'à un moment donné, pas donné ces chandails-là, hein, tu sais. Fait que j'essaie, là, je vais essayer de varier quelques chandails. Hey, Martin, comme à l'habitude, on salue toujours, on a toujours une petite pensée pour les gens en début d'émission. Puis aujourd'hui, je vais y aller sur une note un peu plus locale, un peu plus personnelle, parce que, bon, vous le savez, là, c'est dans les médias depuis quelques jours, mais dans mon coin, on est lourdement frappé par la deuxième vague, là, dans la région de Sorel-Tracy. Il y a énormément de cas. On est une des villes qui est le plus sévèrement touchée dans cette deuxième vague, quoi qu'on avait été épargné à la première. Et là, j'ai une pensée parce qu'il y a une grosse éclosion à l'Hôtel-Dieu de Sorel. C'est le centre hospitalier de notre région. Et je connais personnellement beaucoup d'employés, beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui ont soit été touchés ou qui ont des amis ou des collègues proches qui ont été touchés. Puis vraiment, là, aujourd'hui, je veux leur dédier l'émission, leur envoyer une pensée. Je sais que vous allez travailler tous les jours avec la douleur, la peur au ventre. Puis, tu sais, ça s'envoie, ça se répertorie sur tous les gens du système de la santé partout au Québec. Mais je voulais faire un petit lien direct, saluer les gens de mon coin, les gens de l'Hôtel-Dieu de Sorel ce matin qui, je sais, passent des moments pas très, très faciles par les temps qui courent. Donc, je voulais leur faire un petit clin d'œil et leur dire de ne pas lâcher nos anges gardiens qui font un travail remarquable, mon cher ami. Tu l'as fait et tu l'as très bien fait, puis à travers la province, même on a souvent des commentaires, mettons, de la Suisse, de la France, peu importe. Partout. Tout le monde est pris, c'est mondial cette affaire-là. Tout le monde est prêt avec ça, donc tu fais bien. Puis je vais rajouter, je ne veux pas te couper, je vais rajouter un petit quelque chose, mon Yann. Décès de Pat Patterson annoncé aujourd'hui. Et je pense entre autres à des gars comme Roger Brulotte, avec qui les deux on a travaillé. C'était un de ses chums à lui. Sympathie à tous les amis, la famille. Pat Patterson, même s'il travaille beaucoup aux États-Unis, c'est une figure marquante au Québec. La lutte, moi, quand j'étais petit, c'était ça. C'était Rougeau qui écœurait, Patterson qui écœurait les Rougeaux, puis il chantait, là, je me souviens plus comment ça s'appelait. Les gens, peut-être sa messagerie vont pouvoir m'aider, là. C'était comme un brunch, là, puis là, il écœurait Rougeau en chantant « Ne pleure pas, Rougeau ». Fait que salutations à toute la famille, les sympathies, les meilleures pensées vous accompagnent. Décès de Pat Patterson. Bon, aujourd'hui, à l'émission, Martin, on l'avait dit, on l'avait promis au prochain passage de Guy Boucher. On se prépare pas de sujet, on répond aux questions des gens. Donc, David Perron sera avec nous un peu plus tard en deuxième portion d'émission. On va revenir sur les nouvelles, quoi qu'il n'y en a pas, mais on va en parler quand même, la situation dans la Ligue nationale avec David. Mais d'abord, avec Guy Boucher, on répond à vos questions. Donc, c'est pas compliqué, là. On jase pas avec Guy, nous autres, on répond à vos questions. Donc, je demande aux gens de nous envoyer vos questions via la page Facebook de On Jase, via le RDS.ca également. Puis je vais te dire une affaire, mon Guy, j'espère que tu es prête parce que des questions, il va en avoir une puis deux. Comment ça va, coach? Bien, et vous? Martin, oui, ça va super bien. J'ai perdu un bon 10-15 livres. Oh. Ses cheveux. Ouais, c'est ça. Sa barbe. Il n'y a plus de Wolverine. Ouais. Non. Non, c'est bon. Hey, t'es-tu prête, là? Tantôt, je te dis, hey, on va se trouver un petit sujet en attendant que les questions rentrent, mais les questions sont déjà rentrées. Guy, t'es-tu prête? On commence ça tout de suite avec
Puis si vous avez des noms un peu bizarres, là, surtout sur On Jase, là, mettez votre prénom en dessous. Sabre Wolf 66 te demande, on a souvent entendu Guy dire qu'une équipe est à 2 joueurs près d'être une équipe gagnante. Le Canadien en a ajouté 4. Est-ce que, selon Guy, la qualité des joueurs ajoutés par Bergevin est d'assez grande qualité pour vraiment faire une différence importante, ou quand tu dis qu'on est à 2 joueurs d'être une équipe gagnante, tu parles plus de joueurs dominants comme Panarin et Tavares? Non, pas nécessairement dominant, mais premièrement, c'est sûr que ça devrait faire une grosse différence, les joueurs qui ont été acquis par M. Bergevin. C'est clair qu'à la défensive, en plus, si le jeune Romanov, on ne va pas y mettre de la pression, mais si le jeune Romanov est capable d'être dans la Ligue nationale, puis de se développer déjà sur une 3e paire, déjà énorme parce qu'on a un vrai top 4. Alors, quand on parle d'un vrai top 4, ça veut dire qu'on parle de profondeur. Alors, Kulak, Romanov, les Fleury, ces joueurs-là vont être en mesure de pallier à certaines pertes des fois. Ce que je voyais l'année dernière, c'est que le Canadien n'était pas capable de garder la cadence quand on perdait un des top 3 finalement. Là, maintenant, on a rajouté un top 4. Une énorme différence. 2 gardiens de but, c'est gigantesque. 2 gardiens de but capables de gagner, pas juste remplir un chandail. Aujourd'hui, pour la Ligue nationale, tu vas avoir un gardien de but au minimum 500. Et si tu es capable d'avoir un gardien de but qui est 500 comme tout petit dessus, habituellement, ça, c'est gage de succès. Et puis, évidemment, avec les ajouts à l'avant, ça va faire une grosse différence. Moi, j'aime le type d'ajout. Je pense que c'est un gars comme Toffoli, on sait que c'est un guerrier, c'est une personne qui va payer le prix à l'intérieur des points de mise au jeu. Même chose avec Anderson. Alors, c'est ce qui manquait énormément aux Canadiens l'année dernière. Et des fois, on fait des soustractions aussi qui deviennent des additions. Dans le sens que un gars comme Domi qui n'était pas nécessairement heureux, en partant, des fois, ça l'aide ta culture, pas parce que t'es pas heureux ou quoi tu peux avoir. On a-tu perdu Guy? Oui, on a perdu le son, malheureusement, moi non plus. Toi, ta bouche nous d'aller, mais c'est le son qu'on a perdu. Ah! Tu m'entends là? Non? On t'entend. C'est bon. Là, fâche-toi. Tu es en train de donner des outils à François Pérusse. Il m'a fait 2 fois, là. C'était en masse, là, François. Là. OK, Guy, j'enchaîne. Oui, mais la question, c'est j'enchaîne avec... Oui, vas-y. Parce que la question, c'était est-ce que c'est juste des ajouts de joueurs de premier plan? Non, pas nécessairement. Moi, c'est toujours les intangibles puis la chimie au-delà du talent puis au-delà du statut. Des fois, tu vas ajouter... Regarde, Tampa l'a fait, c'est un exemple parfait. Ils n'ont pas rajouté des vedettes. Ils ont rajouté ce qui manquait comme ingrédient pour finir la recette. Tu sais, des fois, là, tu as une belle recette, ce qu'il faut manger. Et puis là, tu as toute ta viande que tu veux mettre, tes légumes, tes ça. Mais quand il te manque quelques épices, c'est pas du tout la même recette. Alors, c'est exactement la même chose quand tu fais une équipe de hockey. Des fois, il te manque... Tu peux avoir un gars sur ta 3 puis sur ta 4 qui te manque, puis ça fait toute la différence dans ta profondeur et dans ta chimie. Même chose à la défensive. Si le Canadien, par exemple, allait chercher un droitier pas de premier plan, mais quelqu'un... Je vais vous donner un exemple bien simple. Un gars comme DeMello qu'on a eu à Ottawa. Il n'était pas une vedette, mais moi, je l'ai adoré parce que c'était une personne exceptionnelle qui a été parfait pour aider à élever Chabot. C'était le gars parfait pour être avec Chabot. Chabot, justement, sa année recrue a été nommé pour le match des étoiles. Mais une partie de ça revenait justement au calme que DeMello emmenait, à l'intelligence qu'il amenait, aux intangibles. Alors, c'est plus ça. OK, Guy, j'enchaîne avec une autre question. On change de registre un peu, mais c'est correct. Puis là, il y en a plein. Fait qu'on on va y aller comme ça. Cal Rodrigue, question pour Guy. Est-ce que le hockey chez les jeunes devrait se faire au Québec comme actuellement par l'entremise de la formule avec Hockey Québec par association du hockey mineur ou avec le hockey scolaire? Et en sous-question, pour tes enfants, est-ce que tu privilégierais... voyons, j'ai de la misère avec le mot. Tu vas privilégier, voilà... Oui, c'est ça, mais c'était drôlement écrit, c'est pour ça. Tes enfants au hockey junior majeur québécois dans la LHJMQ ou les collèges et universités américaines? Bon, écoute, là, tu m'envoies une bombe, là, tu m'envoies une question que peu importe comment je réponds, je vais être fustigé par quelqu'un.
Puis ma réponse va avoir l'air politique, mais ne l'est pas du tout. Parce que pour moi, c'est du cas par cas. Parce que j'ai vu... j'étais joueur, j'étais entraîneur et j'étais, si tu veux, dans la période de transition d'un petit peu de l'ancien style de hockey, de l'ancienne façon de gérer, puis de la nouvelle. La nouvelle, évidemment, qui est beaucoup axée sur les études, qui est une coup de garde. J'ai fait 9 ans d'université, tu sais, j'ai 4 finalement, champs d'intérêt à l'université que j'ai faite. Alors, c'est sûr qu'en faisant ma maîtrise, tout ça, tu parles à quelqu'un qui préconise l'école, c'est certain. Mon père est actuaire, avec nos enfants, les 3 sont à l'université. Alors, c'est sûr que pour nous autres, l'université, l'école, c'est primordial. Par contre, j'ai vu avec le temps, moi, que ça ne bénéficiait pas à tout le monde, ça, ce système-là. Il y a certains types d'individus qui ne sont pas nécessairement axés sur l'école, qui ont plus de difficultés. Puis ça a écarté ce type d'individus-là. Alors, pour quelqu'un qui a vraiment besoin de ce genre de parcours-là, attends un autre qui a besoin d'un autre type de parcours. Alors, c'est sûr que là, il y a une grosse bataille là, entre le hockey d'école puis le hockey de ville ou le hockey, finalement, de région. Ouais. Ben oui, mais la vérité, c'est qu'il y a des avantages dans les deux. La seule chose que je dirais, c'est que d'un côté, on voit maintenant plusieurs options pour des individus, ce qui est bien. Par contre, je ne pense pas qu'on a la population au Québec, en termes de statistiques, en termes de nombre, pour justement s'étaler trop. Alors, s'étaler, oui, parce que tu donnes différentes options. Donc, tu as plus de joueurs de hockey, tu as plus de... tu sais, tu as du hockey des fois de hockey de sport-études qui est extraordinaire. Puis, tu as du hockey de ville aussi qui peut être extraordinaire. Tu as des bassins, par exemple, quand on parle de midget 3 et tout ça. Alors, tu as des regroupements d'individus qui fait que tu amènes le plus grand nombre de bons joueurs possible ensemble. Mais quand je regarde la façon où tout est étalé, la première chose pour moi, c'est oui, on a plus de joueurs de hockey, ce qui est bien, ce qu'il faut, parce que c'est en baisse. Mais d'un autre côté, c'est plus dilué. Alors, d'un côté, quand tu as 3, 4 puis 5 ligues pour le même âge, à travers une population qui... c'est pas la population de l'Ontario et de Toronto. Là, tu peux avoir plusieurs ligues. Tandis que je pense qu'au Québec, il faut faire attention de ne pas trop s'étaler. Oui, avoir des options, mais il faut quand même avoir en tête que si on veut développer de l'élite, c'est pas nécessairement la même chose que développer de la masse. Alors, il faut être capable de pallier aux deux. Alors, parce que si vous comprenez que, mettons, on va te donner un exemple, tu joues, je sais pas moi, à l'âge Pee-Wee, et puis si à l'âge Pee-Wee, tu as 4-5 options dans ta région, bien, à place d'avoir une équipe avec 10 joueurs de premier plan, bien, tu vas peut-être te retrouver avec une équipe avec 3 joueurs de premier plan, donc avec beaucoup de joueurs moindres autour d'eux et contre qui ils vont jouer. Alors, en termes de développement pour développer l'élite, c'est sûr que c'est pas favorable. Alors, c'est là que moi, c'est toujours la même chose. Trop de quelque chose, puis pas assez de quelque chose, ça t'aide pas. Je pense qu'il y a un bon mix. Le Québec, en ce moment, je pense, est en train d'essayer de figurer quel genre d'option qui serait le mieux, mais ça prend du temps, parce qu'évidemment, quand tu amènes quelque chose de nouveau, c'est parce que tu vas contre l'ancien, alors l'ancien se défend, et puis donc l'ancien est obligé de se transformer, et puis le nouveau, évidemment, est obligé de s'adapter. Alors, ce qui fait que avec le temps, je pense que le Québec va être capable de réussir à avoir la meilleure structure possible, avec les meilleures options possibles, sans sacrifier, je pense, que la profondeur que tu dois avoir pour développer des individus de qualité. OK, Guy, là, il est écart, on a 2 questions de fait. C'est pas. Écoute, les gens que leurs questions ont été prises là, sont contents parce que tu as vraiment développé et tout est bon, là. Mais là, il faut tester si tu es bon en sprint. Premier test. OK, Yann, laisse-moi aller. Premier test. T'aimes-tu mieux une bonne bière ou une bonne bouteille de vin? Ça dépend. Si mon épouse avait une bouteille de vin, ça va être une bouteille de vin. Puis si je suis avec mes chums, c'est une bière, ça va être une bière. OK, bon, c'est bon. OK, on a un rythme. OK, Stevie B, je te fais demander, le joueur le plus spectaculaire que tu as vu au niveau de la glace, à part McDavid? Écoute, sur un match... Pas le meilleur, spectaculaire. Sur un match, là, écoute, c'est sûr que j'ai vu Crosby à tous les jours, là. Fait que, écoute, j'ai vu quelque chose d'absolument phénoménal, là. Mais pour un match, là, la meilleure prestation que j'ai vue d'un joueur, c'est Radulov. On était à Rimouski, puis on s'est fait torcher. Il y avait 11 points, je pense, une affaire comme ça. Fait que ça, c'est dans un match, là, ça, c'était durable.
OK, on a du rythme, c'est bon. OK, là, on va aller un petit peu plus niché. Jean-Luc Pigeon te demande, Guy, t'as ramené Chris Domenico et Tom Pyatt de la Suisse. As-tu essayé de ramener Max Noro? Nous autres, on y avait même fait une entrevue ici à On Jase. As-tu déjà essayé de ramener Noro en Amérique? Ben écoute, oui, je l'avais dans la tête même pour l'Europe. Finalement, il est allé ailleurs. Je l'avais dans la tête peut-être en Amérique. Il faisait partie des discussions à quelques reprises. Mais de dire qu'on a fait des démarches, non, parce qu'on était soit en retard ou soit il y avait d'autres options qui avaient pris la tête. OK, j'aime ça. T'aimes-tu ça de même? On dirait qu'on a comme un swing, là. Hein? OK. Question plus longue. Je pense que c'est Guy où il dit « Merci, Guy ». Avec le départ de Domi, le talent offensif repose maintenant fortement sur les mains de Drouin. Bien sûr, il faudra vérifier la chimie sur la glace, mais après ma barre, quel centre est le meilleur fit pour Drouin? Suzuki ou Kotkaniemi, selon toi? Et surtout, le pourquoi du comment? Et je pousse ma chance à aller une deuxième question. Quel serait le meilleur ailier pour Drouin, Toffoli ou Anderson? Dans le fond, ce qu'il dit, mettons, tu es au dinner, là, au coin, là, avec le napperon en papier, puis il faut que tu fasses tes trios. Tu mettrais Drouin avec lequel des deux centres, puis pourquoi? Bien, premièrement, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on pointe Drouin comme étant le gars sur qui tout repose. Je pense que tu as Domi de partie, puis tu en as perdu un, mais tu en as rajouté deux. Donc, tu as étalé ta pression sur encore plus de joueurs qu'avant. Donc, je pense que tu es dans une position, justement, pour que Drouin respire un peu. Mais avec tout ce monde-là, la vérité, tu auras beau faire toutes les prédictions que tu veux, là, fort probablement que tu vas avoir une chimie que tu ne t'attendais pas qui va se mettre en place. La grande majorité du temps, quand tu fais des prédictions comme ça, tu mets ça sur le tableau comme entraîneur, là, ça arrive presque jamais comme tu veux. Parce que c'est pas une question de statut. C'est pas une question de combien de points que tu as. Puis ça, tout le monde fait la même erreur, mais y compris les entraîneurs, puis les gérants, puis tout ça, puis les partisans. Alors là, on essaye de dire, OK, lui, c'est un joueur des deux premières lignes. T'sais, lui, il fait tant d'argent, il est supposé jouer avec tel joueur. Puis ça, c'est les pires connexions que tu peux avoir parce que ça devient des connexions d'individus. La chimie, puis connecter, là, c'est des relations. Alors, c'est pas juste du talent. Moi, j'ai vu qu'il y a des joueurs, regarde, on le sait très bien, on regardait Ottawa, rien qu'un entraînement, puis tu voyais Carlson avec Hoffman sur la glace là, pendant un avantage numérique. Là. C'était pas rose. Là. C'était pas d'accord sur comment les choses devaient se passer. Pourtant, les deux gars de grand talent. Alors, c'est pas une question de talent. C'est la même chose avec d'autres équipes que j'ai eues. Des joueurs, tu dis, waouh, des super joueurs. Mais écoute, les deux venaient dans mon bureau pour me dire qu'ils voulaient pas jouer avec l'autre. Fait que ça, c'est ce qui n'est pas dit publiquement. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas des fois pourquoi tel joueur n'est pas avec tel autre joueur. Ben, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Ou ils s'aiment hors glace, mais ils n'aiment pas du tout comment la chimie qu'ils ont sur la glace. Alors, de te dire, lui va être avec lui, tout ce que je peux te dire, c'est que Claude va avoir beaucoup plus de possibilités dans son alignement. Hey, la seule chose que je vais te dire, c'est que pour répondre à cette question-là, c'est contre qui tu joues? Est-ce que tu es à la maison? Est-ce que tu es sur la route? Parce que ça a bien plus d'impact que de mettre des noms sur le tableau. Si tu dis qu'une équipe a deux premières lignes, ben là, Drouin, c'est sûr qu'il n'est pas connu pour être quelqu'un qui, dans les deux sens de la patinoire, est rendu où il va l'être un jour. Donc, il faut qu'il progresse là-dedans. Alors, t'as beau dire, OK, il va jouer avec Suzuki, mais si tu as décidé que Suzuki jouait contre McDavid ce soir-là, ben, c'est peut-être pas l'option que tu vas avoir, c'est peut-être le contraire. Comme, par exemple, à Tampa, moi, j'éloignais Stamkos, il y avait 20 ans, je l'éloignais des premières lignes. Je le faisais jouer avec Saint-Louis, mais contre la 3, souvent contre la 4. Alors, il y avait des points, il y avait de la confiance, puis il n'y avait pas à gérer Crosby. Alors ça, c'est bien plus important que qui va jouer avec qui sur le tableau. Alors moi, je n'ai jamais pris avec, OK, lui, il est supposé, puis esclave des salaires, des statuts. Moi, c'est toujours au jour le jour, qu'est-ce que tu as besoin. Et même durant le match, là, au bout de 5 minutes, 10 minutes, moi, si j'ai à changer, je change sans hésitation. OK. Guy, je vais maintenant, moi aussi, avec trois rafales. Vite, je vais mettre mes yeux, comme ça, je ne cafouillerai pas. Je vais être capable de lire comme il faut. Kevin Simard. Donc, je vois avec 3 questions rapides. Kevin Simard. On parle de Guy, le coach, mais est-ce que Guy, le DG, pourrait être une option intéressante pour toi un jour? Non. non, j'ai pas cette... Écoute, la vérité, par contre, plus vieux, là, je suis pas encore vieux, là, mais
je m'aperçois que tranquillement, j'aime faire partie des discussions qui sont pas nécessairement là, dans le vestiaire, puis de hockey, j'aime jaser des plans, j'aime jaser ce qu'on a besoin. On me pose beaucoup la question. Regarde, j'ai des gérants, des assistants gérants, tout ça qui m'appellent pour certains joueurs, des gars que j'ai eus, ou des équipes contre qui on a joué pour tel joueur. Alors, je le fais déjà un peu, mais comme gérant en chef, là, non. Mais comme assistant gérant, non, mais comme assistant gérant, sur le côté hockey, pas sur le côté administratif, ça, je déteste ça, mais tout ce qui est côté hockey comme assistant gérant, un jour, oui, plus vieux, ça pourrait m'intéresser, mais pas pour l'instant. OK, good. Sébastien Houd maintenant. Salut Guy. Penses-tu que l'approche d'un entraîneur devrait être différente au retour de la pandémie? Est-ce que la psychologie des joueurs peut être suffisamment affectée pour qu'un entraîneur doit modifier son approche? Non, je te dirais... Tu veux qu'il se dépêche avec ça? Ouais, ils n'ont pas le choix. Je vais faire vite, là. C'est que ton premier... Non, mais regarde, ce qui va arriver, oui, on a tendance à regarder, là, ça fait 1 an, ou pour certains joueurs, peut-être bientôt... qui n'ont pas joué, d'autres joueurs qui sont en attente. C'est difficile de s'entraîner à un moment donné parce que tu respectes ton cycle d'entraînement, mais la chose que les joueurs vont avoir, qui est l'ingrédient numéro 1 pour du succès, c'est l'enthousiasme. Et ça, ils vont l'avoir. Ils vont en avoir à pelleter parce qu'ils vont être tellement contents de revenir. Ça va tellement faire du bien. Tout le monde aime leur famille, tout le monde aime leurs enfants, tout ça, mais tu as besoin de sortir de chez vous, le moment donné. Tu as besoin, tu es un joueur de hockey, tu es un compétiteur, que tu sois un coach ou un entraîneur, c'est la même chose. Fait qu'ils vont être tellement contents de revenir dans l'environnement que je pense côté mental et tout ça, ça va être moindre. Ça va être beaucoup plus côté physique, je pense, qui va être beaucoup de travail en peu de temps pour les premières semaines. Et puis, tout ce qui est collectif à acquérir va prendre du temps, beaucoup plus de temps qu'habituellement. OK. Ah, écoute, Guy, pauvre toi. Yann, ça va dire de côté, vas-y, ouais, le côté philosophique que tu penses, puis là, il veut que tu rappes ça en 30 secondes. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Non, mais j'avais pas 30 secondes, on avait 4 minutes, là, on était correct. Moi, Yannick, c'est bon, c'est bon, les gens... C'est ton partenaire là, qui t'envoie des flèches, là, c'est pas moi. Ah, c'est correct. Écoute, on a encore plein de questions. Les gens qui sont à la télévision, vous en allez pour les grands titres. Revenez, Guy sera encore là pour nous répondre à vos questions. J'avais dit Guy, 3 questions. Attends un petit peu, écoute... Martin. Attends un petit peu. J'avais dit 3 questions, mais là, je savais que la pause s'en venait. Fait que je voulais pas en rajouter une autre parce que là, ça aurait été problématique. Donc là, Martin, je vais en poser une dernière. Puis pour ce bloc-là, puis après ça, je te laisse enchaîner parce que je la trouvais bonne. Puis je sais que ça peut être long à répondre, mais essaie de y aller de façon condensée, Guy. Il y a Yannick qui écrit, c'est pas moi, là. Yannick qui écrit « Quel sport ou type de sport suggères-tu à tes enfants pour les aider, parce que je la trouve tellement bonne, pour les aider à développer des habiletés motrices, aptitudes, etc., qui seraient bénéfiques pour le hockey? Mais quel sport autre que le hockey proposes-tu? » Écoute, c'est sûr que moi, avec mes enfants, j'essayais de leur faire des sports individuels parce qu'ils sont dans un sport collectif et d'avoir à gérer un sport individuel, c'est très difficile comparativement au sport collectif parce que toute la pression de performer sur toi. Alors, c'est pas du tout la même approche. Mon garçon, moi, il joue au hockey, puis on l'a fait jouer au tennis, puis il aimait beaucoup ça, puis c'était complètement différent. Puis tu voyais vraiment que ça prenait d'autres atouts, des atouts, tout ce qui est le côté psychologique et tout ça. Et le fait que tu peux pas blâmer personne d'autre pour une performance, le fait que si tu te sens pas bien une journée, t'as personne d'autre qui peut prendre ta place. Je pense que ça, c'est important. La même chose pour les sports individuels, de donner la chance à quelqu'un qui fait un sport individuel, de le mettre dans un sport d'équipe, de groupe. Moi, je pense que c'est très important, premièrement, de comment créer des relations, parce que tu sais, quand tu es dans un sport individuel, après ça, dans la société, quand tu vas te retrouver dans un milieu de travail où tu vas avoir des relations avec les autres, bien, des fois, tu peux peut-être être démuni et vice-versa. Tu sais, le gars qui est toujours en groupe, puis finalement, on lui demande de faire quelque chose par lui-même, bien, des fois, tu peux avoir certaines lacunes. Alors, je pense que quand tu passes, par exemple, du tennis qui est sur pied, un sport comme le hockey, par exemple, qui est sur patin,
pense qu'on essaie d'agencer différents atouts. Alors, même chose, par exemple, quelqu'un qui est un skieur, donc tu es sur des skis, sur de la neige, c'est différent d'avoir à gérer, par exemple, quelqu'un qui joue au football, qui est sur tes pieds, mais dans un sport collectif où il y a de la robustesse et tout ça. Alors, moi, sans dire le sport, je pense que l'évaluation de ça, c'est de regarder qu'est-ce qui donnerait des atouts complètement différents à mon jeune, autant du point de vue social, collectif, qu'au point de vue sportif en termes de technique. OK. Là, je vais enchaîner, Guy. Encore une fois, tu as joué au foot, on fait un blitz. Il y a plusieurs personnes qui ont posé la question. Puis, Guy, sais-tu Thomas Hickey, Keith Hawley ou Piquet Souban, le défenseur que tu avais dit que tu avais fallu que tu y parles dans le blanc des yeux puis tu y dises, là, il va falloir que ça marche à notre manière? Premièrement, c'était moi et Pat Quinn, et beaucoup plus Pat Quinn que moi. Moi, j'étais plus le good cop là-dedans, puis lui, c'était le bad cop, là. Mais regarde, ça pourrait définitivement rester un secret parce que tu sais, Martin, je sais que tu t'essayes à maintes reprises, mais jamais publiquement, moi, je fustige mes joueurs, jamais je vais mettre les gens dans le trouble, puis jamais je vais m'arranger justement pour parler des choses qui ont été personnelles. Fallait que je la pose. On a gagné la médaille d'or, donc le joueur a rempli le mandat, tout comme l'équipe a rempli son mandat, donc c'est quelque chose de positif. Alors, je ne lancerai pas quelque chose de négatif juste pour m'amuser. OK, c'est bon. Bonjour la gang, j'aimerais savoir le top 3 des joueurs préférés que Guy a coaché. Peu importe les niveaux. Ben, c'est parce que les gens... C'est Benjamin Loranger, d'ailleurs. C'est Benjamin Loranger, je vais le saluer. Oui, c'est parce que les gens ont des gros noms en tête. Puis là, regarde tous les anciens joueurs qui m'écoutent. Là, comment tu veux que je nomme un nom? On va dire, bon, c'était pas moi. C'était pas moi. Moi, je suis les joueurs préférés. Justement. Et j'en ai... Regarde, est-ce que ça dit quelque chose, Jason Lehoux? Ça, c'est Jason Derulo? Il chante pas des tunes, lui? Non, Jason Lehoux, c'était un de nos joueurs à Rouyn-Noranda quand j'ai commencé dans le junior majeur, qui était un de nos pugiliste, tough guy et une des meilleures personnes dans une chambre de hockey que tu peux avoir. Donc, j'ai adoré. Il s'est devenu un ami. Il a vécu chez nous. Il a coaché avec moi à Drummondville. Maintenant, il est policier dans l'Ouest. Il est dans la GRC. Alors, tu sais, c'est sûr que là, je ne ferai pas plaisir à personne. Tu sais, je veux dire, dans le sens que lui, il va être content. Ben oui, il t'en manque deux. Continue. Il t'en manque deux. Si tu me dis les meilleurs joueurs, les plus impressionnants, blablabla, c'est une chose. Non, ceux que tu as le plus aimé. Il y a eu plein, même dans ce temps-là, c'est sûr que tout le monde connaît Ribeiro, tout ça, mais un gars comme Jérôme Tremblay, qui était quelqu'un d'exceptionnel à côtoyer, parce que quand tu es jeune, d'avoir des atouts de leader comme ça, d'avoir une colonne comme ça, c'était assez impressionnant. Puis je suis sûr dans son milieu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va avoir eu un gros impact. C'est des gars comme Eric Nielsen à Drummondville, des gars comme Ben Lévesque à Drummondville, Vachon, ces gars-là, Dumont, moi, j'en ai plein, c'est parce que je veux pas te dire trois noms parce que c'est un genre d'individu que j'affectionne. C'est des gars qui c'est oui, monsieur, ils payent le prix, ils vont au-delà de ce que tu demandes, c'est des rassembleurs. La misère d'un qu'on connaît, là. Non, parce que tu m'as demandé mes trois. Non, t'as le droit d'aimer. Mais c'est ces gars-là, pour moi, qui sont dans l'ombre aujourd'hui parce que, évidemment, on regarde les gros noms qui ont fait la Ligue nationale. Par contre, si tu me demandes qui dans nos équipes, souvent, ont fait la différence, c'est toujours pour moi la chimie, comme je te dis. Puis, et ça, tu as des noms comme je t'ai nommé, Eric Nielsen, on l'a pris dans la ligne américaine après pour ça. Puis Julien Brisebois l'a repris encore dans la ligne américaine. Puis, parce que c'est des gars qui font partie de la colle de ces groupes-là. Tu peux avoir tous ces Crosby, puis ci, puis ça, puis t'enlèves un Nielsen, puis t'enlèves, mettons, un autre comme lui qui faisait partie de la colle. Tu gagnes pas. Pourtant, tu as Crosby pareil. Moi, c'est ces gens-là qui me fascinent. Comment il y a des individus comme ça qui sont pas nécessairement ton meilleur joueur, mais qui font que c'est la colle entre tous tes joueurs. Ça me fascine. Mais évidemment, ça revient à la psychologie sportive et tout ce qui est collectif. Alors, ça, c'est ce que j'aime gérer, c'est la sociométrie de ton club. Ça, c'est ma passion. Alors, c'est ça ma vraie réponse. Tiens, c'est plate pour toi, M. Lemay. OK. Oui, non, on n'est pas content, mais on va faire avec ce que je te dis. On va revenir avec les gens de la télé.
On est de retour. Les gens qui étaient à la télévision, on essaie de tirer les verres du nez à Guy sur plusieurs sujets, mais Guy a mis ses patins et il patine très bien cet après-midi. Très, très bien. Bravo, Guy. Ah, vas-y, non, mais tu vois, tu fais pareil comme les médias, là, parce que je dis la vérité, on pense que je fais le tour de la réponse. C'est pas ça, Martin Lemay. Je suis honnête, là. Guy, j'en ai une pour toi, moi, qui... J'en ai une pour toi. Tu n'auras pas besoin de nommer le nom. Elle est générale, mais en même temps, je trouve ça le fun parce qu'elle nous vient d'outre-mer. C'est Vasco Bello qui dit « Hey les gars, grand bonjour de la Suisse. » Il nous écoute en direct, évidemment. Il est un peu plus tard en journée là-bas. Question pour Guy. Est-ce que le coaching est totalement différent entre la Suisse et l'Amérique du Nord? Donc, c'est assez simple, mais ça va dire... Tu peux jamais dire totalement tu coaches du hockey. Alors, à un moment donné, puis tu coaches des individus. Alors, peu importe, c'est sûr que chaque individu vient d'un certain contexte, d'une culture, d'une façon de faire dans la vie en général, puis dans son sport. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences, mais tu peux jamais dire que c'est totalement différent. Là. Mais oui, c'est différent. L'approche était différente. Une grosse différence entre la Suisse et la Ligue nationale, c'est que dans la Ligue nationale, tu as énormément de joueurs qui sont prêts à prendre la place des autres. Alors, s'il y en a qui ne fait pas l'affaire, tu en as 5-6 en arrière à la même position qui sont prêts à prendre la place. Tandis qu'en Suisse, c'était pas ça. Ton équipe, c'est ton équipe. Alors, c'est un petit peu comme, je te dirais, c'est un petit peu comme du universitaire au Canada. Ça, c'est ton équipe. Tu n'as pas vraiment de club-école. Oui, tu as des jeunes juniors là, qui peuvent venir t'aider une fois de temps en temps, mais tu n'as pas de club-école. Alors, ce qui fait que les joueurs... ils ont une certaine sécurité que les gars dans la nationale n'ont pas nécessairement. Tu n'as pas la même pression en Suisse, mais ça va avec la vie en Suisse aussi. Tout le monde a une qualité de vie exemplaire, exceptionnelle. Tout le monde, sans dire tout le monde est bien nanti, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pauvreté dans ce pays-là, ou très, très peu, parce qu'il y a un côté social très fort. Alors, ça se répercute évidemment dans la mentalité des équipes. Alors, ce qui était différent, c'est quand tu es tough avec un joueur, par exemple, ici en Amérique du Nord, il s'en attend. Et il s'attend aussi que s'il ne fait pas le boulot, quelqu'un va prendre sa place. Tandis qu'en Suisse, ils ne sont pas habitués à ça. C'est pas la même chose. Puis les joueurs, c'est très différent. Il faut que tu te plies à certaines choses parce que le joueur peut décider que durant l'année, et c'est comme ça que ça se fait, c'est très bizarre, un joueur va décider au mois d'octobre qu'il s'en va jouer pour une autre équipe l'année prochaine. Alors, il signe au mois d'octobre avec ton adversaire, mais il est avec toi pour finir l'année. Alors, c'est bizarre. Oui. Ben oui, ça, c'est impensable en Amérique du Nord. Parce que, cet individu-là serait très, très mal vu dans son équipe. Là. En Amérique du Nord, on est très... tu vois, tu as vu comme tu as réagi, Yannick. Même l'entraîneur, moi, j'ai été obligé de me développer une carapace par rapport à ça, parce que dans ma tête à moi, ça a l'encontre de la loyauté et tout ça, mais c'est pas comme ça pour eux. Tout le monde fait ce qu'il a à faire pour les années à venir. Et il faut que tu acceptes ça parce qu'il n'y a personne, finalement, qui va garder de l'amertume de ça, ce qui était très difficile pour moi à accepter, mais à la longue, tu t'habitues et c'est comme ça. Mais c'est dur, tu as un joueur qui t'aime, puis il décide finalement de s'en aller dans une autre équipe l'année d'après, puis là, il faut que tu le fasses jouer. Ah non, c'est spécial, ça. Ah oui, c'est spécial parce qu'après ça, il faut que tu le fasses jouer où il était supposé jouer habituellement, alors que tu as peut-être d'autres joueurs qu'eux autres, ils restent avec toi, ils demeurent avec toi l'année d'après ou les prochaines années, ils ont signé. Alors, lequel tu vas privilégier, tu vas développer celui qui reste ou tu veux gagner avec celui qui est déjà là? C'est tout un dilemme. Alors ça, c'est là que c'est extrêmement difficile à gérer. J'ai trouvé pour moi. J'en ai une rapide, là. Stéphane Brunel, quel autre sport, Guy, aurais-tu aimé diriger? Diriger? Comme entraîneur, là, comme coach. C'est sûr que moi, j'aime déceler des patterns. J'étais un gars, j'ai joué au football jusqu'à 17 ans, là, alors c'est sûr que probablement le football. Oui, pas probablement, oui, assurément le football. Un sport que j'aurais aimé jouer que j'ai pas joué, par contre, c'est la crosse, qui est populaire ailleurs qu'au Québec, beaucoup. Là. J'ai découvert ça justement en vivant ailleurs qu'au Québec. Là. Beaucoup de joueurs de hockey ont joué à la crosse au Canada, même aux États-Unis. Ça m'aurait beaucoup intéressé. Moi, j'aimais beaucoup le côté robuste des sports. Quand j'étais plus jeune, je m'en suis aperçu plus tard, mais
Et, le basketball, qui est un super sport, le baseball, puis tout ça, regarde, à 11-12 ans, mon père a dit, bon, c'est fini. Je jouais à 4 sports en même temps, ce qui est très dur à faire aujourd'hui, puis j'allais à une école privée en ville. Je voyageais à 2 autobus puis 2 métros pour me rendre. Et je jouais au football, au soccer, au hockey puis au baseball. Puis il y avait la période de l'automne où les 4 sports étaient en même temps. C'était l'enfer. Et puis c'était correct, mais mon père s'est aperçu très rapidement que, regarde, ça va être le hockey puis le football parce que quand il manque de contact physique, j'ai de la difficulté. Même j'avais de la misère au basketball. Là, quand on allait jouer au parc, là, moi, mes chums, mais c'était tous des joueurs de hockey, des joueurs de football. Fait que quand ça commençait à se rentrer dedans, les autres qu'on connaissait pas, ils partaient vite. Fait que tu sais, j'ai ce côté-là. J'adore le contact physique. J'adore le fait que tu as à gérer une balle, un bâton, n'importe quoi, mais en plus, tu dois gérer le fait qu'un individu peut te frapper. Fait que oui, j'adorais le football. J'aime encore le football. J'aime la stratégie, j'aime le fait que... C'est un jeu d'échecs. Et mon jeu préféré, c'est l'échec, les échecs. Alors, c'est clair que c'est un peu ça au football. OK. Tu sais, souvent, Guy, je ne sais pas si tu étais là, mais Yannick était là, certains. On dit que sur HockeyDB, les joueurs qu'on parle souvent se retrouvent sur Trending, sur HockeyDB. Guy Boucher est Trending présentement. Il est numéro 4 derrière Evander Kane, Patrick Roy, Charles Hudon, Guy Boucher, Brett Hull, Sergei Zubov. Top 6, t'es là-dedans. Ouais. Des noms les plus cherchés. Là. Juste parce que... Et là, je suis curieux de faire un petit rafraîchissement. Ouais, pour voir si le joueur que tu as parlé, là, Jason Lehoux, c'est ça? Oui, Jason Lehoux. Voir s'il était là, mais il n'est pas là encore. Mais bref, bon, il y a ça, puis je veux t'en lire une coupe avant de te laisser. Guy, quand tu étais TQ puis tu rêvais de jouer au hockey, c'était qui ton joueur, ta vedette, ton joueur, ton idole? J'avais 2 chandails, moi. Garde, je suis été élevé comme ça. Là. J'avais Wayne Gretzky comme tout le monde. Mon père, c'est un maniaque. En plus, c'est un actuaire. Il s'amusait à calculer les prédictions sur avec combien de points il allait finir à la fin de l'année. Ma mère n'en revenait pas. Là. Elle était fâchée après mon père tout le temps parce qu'il me levait la nuit. C'est pas comme aujourd'hui. Là. Je peux pas regarder les matchs. On ne pouvait pas dans le temps regarder les matchs en différé. Fait que quand Gretzky jouait dans l'Ouest, même si c'était à Vancouver, mon père me réveillait tard le soir, au milieu de la nuit, venait voir la game avec lui, puis dis-les pas à ta mère. Puis, alors, c'est sûr que j'ai été élevé avec Wayne Gretzky, évidemment, mais j'avais Peter Stastny aussi. Et c'est ça. Alors, c'était les 2 joueurs là, de ma jeunesse. Puis, quand on regarde ça, qui je pense, c'est-tu les années 80 ou 80, en tout cas, je me rappelle plus, là, mais il y a une décennie, après Gretzky, on pose la question qui a le plus de points dans cette décennie-là, puis c'était Peter Stastny, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en rappellent, à part évidemment les maniaques des Nordiques, mais oui, c'était Peter Stastny. OK. Quelle décennie, ça, après les années 80, certains? Ben, je pense que oui. Et je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je suis quasiment certain. Ouais. On va aller faire mes mathématiques, puis je vais te revenir là-dessus, c'est sûr. C'est Peter Stastny, il est deuxième après Wayne Gretzky. C'est soit les années 80, soit les années 90, mais j'ai comme l'impression que c'est les années 80. OK, deuxième après Gretzky, pas en avant. Ah non. Deuxième après Gretzky, des années 80. Deuxième après Gretzky, c'est Peter Stastny, mais on n'en parle pas beaucoup de ça. All right. Hey, Guy, c'était belle fun. C'est sûr qu'on aurait pu faire 1 heure au complet avec les questions du public, mais regarde, il faut te laisser aller. Fait que, je ne sais pas si ton déodorant a tenu le coup. Ah oui, vendredi. Sais-tu quoi? M'a relancé les gens encore. Vendredi. Je repasse vendredi en direct des questions. Parfait. Je viens de décider de votre show. C'est parfait. Vous n'avez même pas besoin de travailler, gars. Ben parfait. Ben écoute, parce qu'il y en a tellement. Là, écoute, j'en ai pas passé vraiment pas la moitié. Là. Il y en a. C'est fou. Je le sais, mais les gens vont remettre ça vendredi. Mais Yannick, c'est pour ça que je dis ça. Parce mais on fait ça. Vous me connaissez maintenant, là, Martin Soinbeau, Yannick me connaît. Je déteste pas finir quelque chose. Ça c'est ma phobie dans la vie. C'est ce qui m'écoeure le plus. Okay. Faut que je finisse ce que je commence, puis là, je sens que plein de questions, puis mais là, moi, t'annoncer de quoi, Guy? Si tu veux finir de passer au travers les questions, là, on nous jusqu'au mois de mars, parce qu'il va en avoir sans arrêt. Mais vendredi, on remet ça. C'est la semaine des questions, puis on se reprendra pour une autre semaine de questions plus tard. Mais ça me fait plaisir, parce que je sais comment c'est. Moi, j'aurais aimé, moi aussi, avoir accès à des questions quand j'étais... oui, c'est tellement le fun. Merci, coach. C'est bien gentil. All right, mon chum. Bonne journée à tout le monde. Merci. Salut. Bye.
Écoute, Martin, des salutations, on peut en faire, là, vite, OK? Si tu veux, là, tu me donnes-tu 1 minute, puis je te laisse en faire après, là. Je vais juste saluer des gens, parce que des questions, on avait plein. Cédric Duval, salutations. Alex Rondeau également. Jean-Michel Poulain. Il y a Carl Rodrigue là, qui a fait un peu d'humour. J'ai eu de la misère avec le mot privilégié en début d'émission qui m'a écrit test numéro 2. Ben, c'est fait, mon Carl, je l'ai dit. David Singh, qu'on salue également. Sam Doyle qui envoie des questions. Simon-Olivier Barbeau. Là, je vais en rafale. Bon, M. Bello, je l'ai salué tantôt. Il nous écoute de la Suisse. Patrick Poirier également. Éric Labelle. Et je pourrais continuer comme ça. Raphaël Duchesneau. Julien Gaudreau. Il y a plein de gens comme ça. Hubert Galipo. En fait, ce que j'ai à vous dire, c'est que vendredi, Guy va revenir, puis on va prendre vos questions, on va continuer à jaser. Donc, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Martin, je te laisse saluer les gens sur rds.ca avant d'accueillir David. Non, m'excuse, je ne saluerai pas personne. Je sais que tout le monde veut entendre la même chose que moi. Dire un joueur privilégié, facile. Tu as essayé de le conjuguer tantôt. Et Carl Rodrigue t'a écrit « Vas-y, mon Yann, deuxième essai, vas-y, conjuguer. » Je l'ai fait. Vas-y, je... Privilégié. Je vais privilégier. Voilà, c'est fait. Ah, tu l'avais mis au privilégié. Ah non, mais sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Il faut que je te le dise. C'est trop drôle, OK? Tu sais, je m'obstine à pas porter mes lunettes, hein, parce que, tu sais, dans ma tête, je suis encore jeune, puis je suis capable de lire. Et là, je me mets à lire en direct la question, puis là, les lettres sont venues comme toutes mêlées d'un coup sec. Tu sais, de loin, là, je vois pas très bien de proche. De loin, c'est pas pire, mais de proche, c'est compliqué. Là, ça a sorti tout croche, et là, je sais plus trop quel mot, en tout cas, c'est juste drôle. Fait que finalement, je vais me dompter, il faut que je porte mes lunettes. Tout simple que ça. Mais j'ai un bon sens de l'autodérision. Ben oui, on s'amuse. On va rejoindre David Perrault tout de suite, qui est à Saint-Louis. David, salut. Salut, David. Salut, Martin. Salut, Yannick. Belle coupe de cheveux, mon Martin. Tout le monde te parle de ça depuis lundi. Ouais, il en reste moins qu'il restait. Toi, tu t'en viens avec une belle coiffe, gros? Ouais, je suis dû là. Je suis dû y aller. Les choses ont fermé il y a une semaine environ, donc il essaie de limiter les contacts, certaines affaires. Donc, même chose pour moi. Pas obligé d'y aller aux 2 semaines comme habituellement. Il y a des affaires qui ont fermé. Les choses ont fermé dans... Ouais, c'est ça. Raconte-nous donc ça un peu, là. Ouais, ben non, mais les restaurants, là, comme un peu au Québec, honnêtement. C'est très similaire. Les autres choses, c'est ouvert, mais tu sais... Je pense que dans notre cas, on essaie quand même de limiter certains contacts. Puis ça n'a juste pas donné là, pour la coupe de cheveux. Là. Puis si on veut parler de français, ben j'espère qu'on n'embarquera pas ce sujet-là avec moi parce que sinon, vous allez me perdre assez vite. Là. Moi qui habite en anglais depuis environ 15 ans maintenant, là, j'ai l'impression que de semaine en semaine, mon français, il va pas mieux. Là. En tout cas, moi, je te rassure tout de suite, David. C'est tout impeccable. Oh, oui, c'est ça, j'allais dire. Il n'y a jamais une fois que j'ai eu l'impression que tu perdais ton français. Là. Vraiment pas. Mais je comprends, par exemple, le fait de vivre en anglais. À un moment donné, tu peux chercher tes mots un peu plus. Hey, David, tu sais, les gens vont faire des commentaires, vont poser des questions. On va y aller général. Je sais qu'on revient toujours avec la même question à chaque semaine, mais tu sais, tout le monde nous l'envoie, cette question-là. Hey, vous allez parler à David, y a-tu des nouvelles? Tu sais, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Il n'y a vraiment rien qui est sorti dernièrement, un petit peu au début de la semaine. Mais il n'y a rien de nouveau encore concernant le retour. On n'a pas avancé. Les négociations se poursuivent, c'est ça? Ah, je pensais que tu allais me parler de Philippe Danault toutes les semaines. Non. Elle est bonne, par exemple. Tu vois, j'ai trouvé la façon d'esquiver ta question. Non, mais regarde... c'est ça. Effectivement, on n'a pas eu de nouvelles depuis la semaine passée, vraiment. Là. Donc, je suis certain qu'il y a des conversations, mais dans mon cas, moi, j'ai même pas été sur aucun appel la semaine passée. Je suis pas sur la majorité des appels, mais souvent, j'en entends parler quand il y en a. Je décide d'embarquer ou non. Donc, j'ai pas embarqué depuis la semaine passée. Mais toi, là, Philippe Danault, là, tu penses-tu qu'il devrait jouer au centre? C'est une joke. C'est une joke.
Écoute, là, nous autres, on est rendus dépressifs du hockey parce que, vu qu'on est rendu le 2 décembre, on a l'impression que le 1er janvier s'éloigne de plus en plus, puis que même peut-être qu'on n'aura pas de hockey. Est-ce que les joueurs, vous êtes aussi inquiets que nous autres, ou vous savez que, no matter what, ça va finir par venir? Oui, mais c'est ça. Pourquoi il n'y aurait pas de hockey? T'as-tu une raison de Parce penser que vous ça? ne parlez pas? Non, je sais, mais tu sais, ça reste que ultimement, il y a probablement eu des moments au courant de l'été lors des négociations que c'était un peu semblable, là. Donc, je comprends que la situation, on a hâte que ça soit réglé de notre côté aussi, mais ça reste qu'en ce moment, il y a une entente, une convention. Comme je l'ai mentionné, c'est pas une situation que les propriétaires peuvent décider d'amener les joueurs en lockout. C'est pas une situation que les joueurs peuvent faire un strike. C'est les deux seules options que les joueurs ou les propriétaires ont habituellement lorsqu'il n'y a plus de convention collective. Là, on a une convention de 6 ans. Donc, ça prendrait la fameuse clause en anglais, ils disent la force majeure. Là. Il dit avec un accent en anglais en plus. Donc, ça, je pense pas que c'est les propriétaires nécessairement qui peuvent décider. Je pense que le gouvernement faudrait qu'il step in aussi. Mais encore une fois, là, je prétendrai pas d'être un avocat. Ça reste que on est confiant que ça va se régler. Les propriétaires doivent continuer de parler avec l'association des joueurs, avec Don Fair. Gary Bettman doivent négocier, puis on va voir ce qui va arriver. De notre côté, notre position est quand même claire. On a une entente. Ça a été négocié pendant la pandémie et non avant. Donc, on voit pas quelle possibilité que les propriétaires avaient pas prévu qu'on vit présentement. Les cas, on le savait qu'il y aurait une deuxième vague. On le savait que la deuxième vague était probablement plus forte que la première, puis que ça allait arriver environ novembre-décembre. On est direct dedans. Donc, nous, nos prédictions, les choses qu'on avait entendu parler au mois de juin, au mois de mai, c'est ce qui arrive présentement. Donc, c'est ça qu'on essaie de comprendre en tant que joueur. Hey David, on va, je vais laisser ça un peu de côté. J'ai envie d'y aller de façon différente. Puis la semaine passée, quand tu étais à l'émission, il y avait des gens qui avaient envoyé des commentaires, des questions. Puis il y en a une que j'ai retenue. Puis en fait, je vais l'amener un peu à ma façon aujourd'hui. Tu sais, tout le monde, là, nos vies ont changé, nos habitudes, nos façons de faire, nos façons d'être, notre quotidien. Tout est complètement chamboulé. Tu sais, moi, je m'ennuie énormément du contact humain avec le public. Tu sais, je suis un gars de public, tout le temps impliqué dans plein d'affaires. Là, c'est pas comme ça se passe. Je travaille à la maison, je vois plus mes collègues. Tu sais, tout se fait de façon virtuelle. Donc, on a tous vécu plein de changements. La question que j'avais, c'était, on voulait savoir comment tu occupais tes journées, à quoi ressemblaient les journées de David Perron au mois de novembre, décembre, qui est complètement différente. Puis moi, j'ajouterais à ça, qu'est-ce qui te manque le plus de ta routine quotidienne, outre le fait de jouer des matchs là, puis d'être sur la glace? Tu sais, de façon générale, dans ta vie, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus, c'est d'être avec les boys sur la route, puis d'aller au restaurant, d'aller prendre un verre ensemble, peu importe. Je trouve que c'est ça qui unit vraiment les équipes. C'est ça qui permet à une équipe de passer à un autre niveau quand les gars s'aiment tellement hors glace. Je pense qu'ils travaillent encore plus fort sur la patinoire un pour l'autre. Mais ma routine, depuis le mois de novembre, regarde, je vais porter les enfants quand ça donne le matin à l'école. Victoria, je vais aller la chercher. Ici, en ce moment, il y a 1 heure de moins qu'au Québec. Je vais aller la chercher à 12h30. Mason à 3h15. Donc, c'est pas mal ça. Mais la matinée, je la passe à aller m'entraîner. Probablement là, de 7-8 heures à midi, dépendamment si je vais porter les enfants à l'école ou pas. Après ça, l'après-midi, j'ai environ 1 heure, là, un peu plus downtime entre les deux enfants. Puis une fois que les deux sont à la maison, ben, on va préparer le souper, je vais jouer avec eux autres dans le sol. S'ils ont des activités à faire par rapport à l'école, je vais les aider là-dedans. Après ça, la routine d'enfant est 100% là, de souper, bain, brosser les dents. Regarde, c'est les choses simples de la vie, mais ça reste que... La vie normale, je suis même pas... je suis pas vraiment impliqué là-dedans habituellement, donc c'est quand même le fun de faire ça, puis en même temps difficile. J'ai l'impression de ne pas voir mes après-midi, mes journées passées une fois que j'arrive de l'aréna. La chose que je sais, c'est qu'il est rendu 8 heures le soir. Je suis brûlé de ma journée, puis je me couche à 9 heures. Je recommence le lendemain. Donc, réellement, c'est ça. Puis ce que j'ai trouvé, quand même,
très le fun avec Mason de commencer le hockey, mais ce qui fait que nos fins de semaine sont vraiment différentes, c'est que le vendredi soir, il y a une pratique vers 5h45. On arrive le soir, on les couche, même affaire, on est encore fatigué de notre semaine. Notre samedi, c'est vraiment notre seule journée en famille qu'on n'a pas grand-chose. Puis le dimanche, ben, il y a une game le matin. Donc, on dirait que la fin de semaine, elle passe pas mal plus vite depuis qu'on a un horaire qui se remplit tranquillement pas vite. Puis on se croise les doigts que le hockey mineur ici à Saint-Louis continue d'avancer. Je suis sur la patinoire avec les jeunes. J'ai beaucoup de plaisir avec les autres. On met des masques, etc. Je pense que c'est important de continuer avec ces mesures-là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Écoute, c'est une conversation qu'on aurait au téléphone en dehors des ondes, David, mais regarde, tu l'as amené en ondes. C'est pas méchant ce que je dis, mais ça te fait-tu... Tu devais déjà apprécier ce que ta femme faisait avec les kids quand tu n'étais pas là. Ça te fait-tu voir, maintenant, tu es-tu assis avec un verre de vin avec ta blonde et tu as dit « Hey, tu beuches quand je suis pas ici, moi? » Regarde, je changerais pas ma vie pour qu'est-ce que, dans le fond... Ben, c'est pas que je la... Sans dire que je la changerais pas, c'est pas vrai. Regarde, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais ça reste que c'est... fort, là. Étant donné que... Ouais, c'est ça, c'est pas facile, là. Puis... Il y a des journées que ça va bien, les enfants ils ont de l'énergie, ils sont dans une bonne humeur, mais il y en a que c'est le contraire, absolument, que ça se pogne un peu dans la maison. Peu importe la raison, Mason il est plus fatigué, Victoria, ça ne tente pas de mettre son manteau. Regarde, y a-t-il une raison pourquoi tu ne vas pas mettre ton manteau quand il fait 5 Celsius dehors? Mais c'est de même, c'est ça les enfants, c'est la beauté de la chose. Regarde, on essaie de les tenir occupés, on essaie de leur montrer les choses de la vie du meilleur qu'on peut. Puis, comme toute personne normale, on n'a pas tout le temps de la facilité dans chaque sujet, dans chaque chose de la vie. Donc, on navigue là-dedans, on essaie de s'améliorer au travers des journées. Mais ça reste que, tu sais, oui, je m'ennuie quand même je pense que pour les enfants aussi, ils sentent les parcs qui ont été fermés longtemps ici. On allait au parc pratiquement tous les jours. Puis, du fait de rester autour de la maison, à un moment donné, ça devient vieux, les choses. Things get old really quick, comme on dit en anglais. Comme je te disais, regarde mon français, là, je suis en train de... Je pense plus en anglais qu'en français maintenant. Mais regarde, c'est ça qui arrive avec les enfants. Oui, et rapidement, tu penses-tu changer quelque chose dans ta routine? Tu sais, normalement, là, puis tous les joueurs nous l'ont dit, là, tu sais, Martin Saint-Louis, un joueur de hockey, c'est égoïste, il faut que ça pense à lui, son petit dodo, sa game, son petit manger. Tu penses-tu changer quelque chose dans ta routine quand le hockey va recommencer? Maintenant que tu as vu, c'était quoi la vie de famille? Ouf, très, très bonne question. Je pense que... Écoute, on s'en va là-bas. Prends 2 secondes pour y passer, là. Prends 2 secondes pour y passer. On va aller à la pause. Les gens à la télé, si tu dois avoir réponse, venez nous rejoindre sur le web. Sinon, on jase demain. Merci d'avoir été là. Vas-tu siester 45 minutes au lieu d'1 heure et demie? Le 2-3 secondes n'a pas porté fruit pour y penser un peu plus, les boys. Non. Non, mais pour être honnête, je pense que je vais essayer de m'impliquer un peu plus dans les repas. Je pense que les enfants, ils aiment ça de différentes choses. Ça reste que, tu sais, à un moment donné, avec Vanessa, elle a ses recettes, elle a les choses qu'elle aime faire manger, puis je peux amener de quoi de différent. Des fois, ça l'amène un peu plus de facilité quand je suis autour à aider les enfants à manger, peu importe ce qui arrive ce soir-là. Par contre, je suis quand même quelqu'un que la routine de la game est extrêmement importante pour moi. Puis tu peux dire superstition, tu peux dire autre chose. Pour moi, c'est vraiment une routine qui me tranquillement, pas vite, mentalement, je me mets dans la bonne zone, je me mets dans le bon état d'esprit pour quand que 7 heures arrive, j'ai l'impression d'être seulement focusé sur le hockey, seulement focusé sur les bonnes choses. Puis, étant donné que mes dernières saisons ont bien été, que ma routine va bien, ça serait difficile d'aller changer de quoi à propos de ça. Mon sommeil est important le soir d'avant une game. Souvent, je vais aller coucher dans le sous-sol pour pas entendre personne se réveiller la nuit. Puis ça met un peu plus de charge, évidemment, sur Vanessa pendant la nuit avec les enfants. Puis la même chose pour les journées de game. Ça me dérange pas de faire mon pre-game meal. Je vais
faire à manger pour tout le monde parce que ma routine est assez simple, ce que je fais à manger. Mais après ça, là, c'est comme it's on, puis c'est comme c'est plus à propos de moi à partir de ce moment-là. C'est plate à dire, mais c'est vraiment la réalité des choses. David, on est dans les petites questions. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, là, on est dans des questions un petit peu personnelles, mais tu sais, j'en ai une petite facile pour toi. Tu sais, on a tous, évidemment, le hockey. Tu sais, un match de hockey, le Canadien ou peu importe, on a hâte, on s'installe puis devant la télé ou, tu sais, il y a d'autres sports, exemple, le golf ou le football, c'est ainsi. Le dimanche après-midi, tu sais, pour moi, c'est un moment que j'apprécie de m'installer, regarder un bon match de football tranquille. Toi, quel sport, à part le hockey, là, que t'aimes regarder, tu sais, que t'aimes vraiment t'asseoir, prendre du temps pour toi, soit avec une petite bière ou un petit café, verre de vin, peu importe, puis que tu t'installes puis que tu regardes un match. Là. Quelle discipline que t'aimes vraiment regarder, à part le hockey? Je te dirais le golf, là. Honnêtement, quand le Masters il était là, je peux être les 4 jours, je pourrais regarder là, chaque minute de la présentation de la télévision sur CBS, pas mal ici aux États-Unis. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout que j'ai vraiment recommencé à jouer plus cet été, donc tu as l'impression d'être capable de t'améliorer en regardant les joueurs. Puis honnêtement, c'est encore la raison pourquoi j'aime ça regarder le hockey. J'ai vraiment l'impression, en regardant les jeunes joueurs, d'essayer de trouver des petits détails dans leur game, ou même les plus vieux avec plus d'expérience, pour essayer de continuer à m'améliorer ou de penser la game, une petite affaire différente qui va peut-être te garder dans la ligue un petit peu plus longtemps. Même chose avec la routine. C'est drôle, on parle de sans dire superstition ou routine, mais il y a même des partisans, j'ai entendu dire, que, comme tu dis, ils s'assiedent à la même heure, ils s'assiedent de la même façon, dans la même chaise, ils mangent la même chose. Donc, imagine comment nous, notre routine de joueur est importante si elle l'est pour les partisans. Ah ouais, c'est ça. C'est clair. Mais là, vive qu'on est très, très, très dans ta vie personnelle, là, puis voir si c'était mieux être avec tes enfants ou pas. Veux-tu qu'on recommence à parler de Dano ou on continue là-dessus? C'est ça. Non, ça me dérange pas pantoute. Ça me fait plaisir. C'est des réponses personnelles, mais enfin, je pense qu'en même temps, c'est intéressant pour les gens de voir comment on vit notre game day. C'est vraiment de quoi que année après année, quand on a des fanfests à l'Arena, etc., c'est une question qui revient à chaque unique fois. Donc, ça me fait plaisir. Ben oui, puis tu sais, on en a parlé souvent, on a fait des sujets à la radio, les gens ils disaient « Hey, si l'école et la garderie peuvent recommencer pour qu'on rechippe nos enfants là-bas » parce que tu sais, t'es habitué dans ton train-train, puis là, à un moment donné, là, moi, j'ai 4 enfants, là, j'en ai 2 qui sont ici, qui font l'école à la maison. Je peux te dire que c'est pas la même affaire quand le show commence, puis je suis obligé de faire « Essaye, là, je t'en onde! » Tu comprends-tu? C'est pas la même affaire, Ben, la semaine passée, juste... Ouais, vas-y. Ah non, je te laissé aller. OK. Ouais, non, la semaine passée, avec l'école, il avait cancellé pour 2 semaines. C'était l'école à la maison. Puis il m'a dit une affaire, c'était pas mal plus de stock, comme tu l'as mentionné. J'avais hâte que l'école recommence. Puis, non, mais tu sais, juste pour comparer comment je me sens avec ma routine, c'est un peu avec les enfants. C'est important, l'heure qu'ils se lèvent, brosser les dents, de bien manger, pas trop d'écran, etc., de soir leur routine de dodo pour que le lendemain il y ait de l'énergie, ben moi je me vois pareil. Comment que les parents voient la routine des enfants, ben moi j'essaie de faire la même chose quasiment avec moi pour performer le mieux possible. Donc c'est vraiment important. Je mets tout le temps mon heure de cadran à la même heure le matin. Je pars tout le temps à l'aréna en dedans de sûrement 2-3 minutes. Je serais quasiment rendu un robot je me sens bien de cette façon-là. Donc pourquoi changer quoi que ce soit? J'arrive à l'aréna. Je mange pratiquement la même affaire toute l'année on game day. Je parle avec les trainers. J'ai comme ma routine qui est juste scrambled eggs avec des fruits, avocats. Puis pour pre-game meal, c'est quand même une grosse salade, poulet, saumon, patates douces. Ça fait quelques années que je suis en dehors des pâtes. Je me sens beaucoup mieux, un peu plus d'énergie, un peu plus léger. Puis quand même de l'énergie constante. Donc, c'est pas de quoi que si j'avais commencé... Ça tombe dans les fesses. Ouais, j'en ai des bonnes, mais c'est pas grave. C'est bon dans les coins pour mon style de jeu. Donc, tant que ça va marcher, je vais continuer ça.
Hey, une dernière pour moi, puis elle vient du public, là, c'est Jeannot sur la page Facebook qui t'écrit Hey David, raconte-moi donc à quoi va ressembler ton temps des fêtes. Encore une fois, cette année, c'est très particulier, mais il te pose la question. Regarde, on attend de voir. Là. On est encore, je regarde sur mon ordinateur, c'est le 2 décembre. Donc, c'est encore quand même loin. Là. Je sais que les gens commencent à y penser. Mais j'imagine que comme au Québec, on attend premièrement de voir est-ce qu'on va avoir le droit de côtoyer d'autres gens. Deuxièmement, nous autres, est-ce qu'on va être en plein milieu de camp d'entraînement ou commencer le camp d'entraînement pas longtemps après? Donc, ça va quand même changer les habitudes. Moi, j'imagine que ça va être un peu semblable comme le Thanksgiving USA. Ce qui fait qu'il est intéressant pour nous, c'est que si, exemple, il y a des cas à être positifs, on est testé pratiquement tous les jours ou 2 jours. Oui, il y a certaines limites par maison, mais tu sais, on est un peu déjà dans notre bulle avec les joueurs. On se fait tout tester. Si on a besoin que nos familles se font tester, ils viennent à l'aréna avec nous autres un matin. Donc, c'est quand même relativement simple. C'est quand même de quoi qu'on peut... s'il y a un feu à éteindre, on essaie de l'éteindre le plus vite possible. Puis c'est pas arrivé encore, donc on va voir ce qui va arriver dans le futur. Il y a personne qui... Tu peux juste aller à l'épicerie puis rencontrer la mauvaise personne puis l'attraper. Donc, c'est pas la faute de personne non plus. Ça. Donc, j'imagine pour nous que le Noël va être pareil. Moi, j'espère que notre centre d'entraînement, on trouve le moyen, au moins avec les enfants, d'avoir une petite journée, qu'on va patiner à l'aréna. On feinte un peu, si tu veux, le 24, le réveillon, la journée de même, avec d'autres joueurs, avec d'autres enfants. Oui, on va être à distance. Oui, on va avoir nos masques. Ça, c'est pas grave. C'est toutes des choses, je pense, que tous les gens devraient faire anyway. Puis après ça, revenir ici, peut-être juste en famille, les 4. Se faire une dinde, faire quelque chose de même. Célébrer Noël avec les cadeaux, puis passer un peu de temps en famille, en espérant que soit notre camp soit déjà commencé ou qu'il va commencer prochainement après ça. Tu vois, là, les gens, là, des fois, on vous met sur un piédestal et on dit vous êtes chanceux, vous jouez au hockey, vous faites des millions. Dans ce que j'ai entendu, il n'y a aucun plan de voir ta famille à Noël puis de revenir à Noël comme dans une saison normale. De ce que j'ai entendu, là, tu ne reviendrais pas au Québec et ta famille ne descendrait pas à Saint-Louis non plus pour Noël. Ouais, ça me fait de quoi énormément pour vrai. Là. Par rapport surtout à mes grands-parents. Mes parents n'espèrent que... évidemment qu'il n'y ait pas jamais une situation comme Jaden Schwartz l'a vécu il y a quelques semaines, mais ils sont en santé, tout va bien, mais mes grands-parents, il m'en reste 3 sur 4. Je suis énormément chanceux de ça, mais on ne sait jamais quand que ça va être l'année, comme c'est arrivé avec ma grand-mère il y a quelques années. Donc, je trouve ça difficile de ce côté-là, ça c'est sûr et certain. Pour moi, chaque fois que je vais voir mes grands-parents, chaque fois que je vais leur dire bye, que je m'en vais pour ma saison, honnêtement, c'est rare que je ne viens pas émotionnel quand je pars en auto. J'ai pratiquement grandi avec les grands-parents, les parents de mon père. J'étais là plusieurs fois semaine avec mon frère. Je les vois comme mes parents. Je les vois que demain matin, j'arrive là, après mon 14 jours de quarantaine, je rentre dans la maison, je ouvre le frigidaire, je me prends un Pepsi, je me prends de quoi à manger, puis c'est comme si j'ai jamais parti de la façon dont je me sens là. Puis mon autre grand-père qui est encore en vie, un grand partisan de hockey, que je le sais, qui regarde tous mes matchs aussi, dès qu'il peut. Tu sais, ils sont vieillissants, donc on sait jamais ce qui peut arriver. C'est vraiment difficile d'être loin, ça c'est sûr et certain. Ça reste que c'est encore au fond, tu sais, si tu me disais le camp d'entraînement va commencer le 10 janvier, est-ce qu'on essaierait de faire de quoi pour revenir à temps, avoir 14 jours pour pouvoir les voir si seulement pour 2-3 jours? Peut-être, j'y penserais honnêtement assez sérieusement, mais présentement, ça ne regarde pas pour ça. Oui, bien, garde, j'espère. Puis s'ils ne le font pas, certainement avec les médias sociaux, les gens vont pouvoir leur envoyer l'extrait que tu viens de dire. On les salue, tes grands-parents. Ouais. Il y a Jonathan Audet qui dit... pas Jonathan Audet. Il y a Jules qui dit, je viens d'apprendre que les patates douces, c'est bon pour être meilleur d'un coin. Et Pierre-Luc Mossan a dit Mona a dit mon menu d'avant-match de la Ligue des Rage vient de changer, je vais être bon d'un coin comme David. Fait que d'après moi, les patates douces ça va se vendre. Mais je vais vous donner un meilleur conseil si vous voulez pour être meilleur d'un coin, puis ça commence avec PAT, mais c'est patinoire extérieur, puis j'ai entendu parler récemment que c'est fermé au Québec. Je suis vraiment déçu pour les gens, mais pour tous les jeunes, le nombre de fois que j'ai joué des matchs 15 contre 15, 5 contre 15, peu importe, en grandissant, c'est là que tu apprends à sortir du coin avec la rondelle.
c'est là le plus plaisant. Donc, honnêtement, c'est mon plus grand conseil avant les patates douces, ça, c'est sûr et certain. OK. Puis une dernière petite question perso. Il y a Laurent qui te demande, tes enfants, est-ce que, vu que tu es à Saint-Louis, sont élevés en anglais parce qu'ils vont à l'école en anglais ou vous les élevez bilingues? Ben, français seulement à la maison, c'est même pas une question dans ma tête qu'il arrive. Salut Mace, comment ça va? Puis lui, des fois, par contre, tranquillement, pas vite, vont me répondre en anglais certaines choses. On va jouer en bas mini-hockey, puis il va dire « Oh, that was so cool, holy guacamole », des choses de même. Puis je suis comme ça me pogne vraiment, là. Puis regarde, tu vas le voir, mais moi, le catches me off guard, là, je pense en anglais. Je trouve ça plate, mais d'une certaine façon, mes chums m'écœurent tout le temps là-dessus, de la façon que j'écris sur nos groupes Facebook, etc. Je trouve ça juste plaisant. Ben, ça reste que ça vient me chercher un peu. J'aimerais être meilleur en français. Je le sens que je le perds, mais en même temps, j'ai la chance de pouvoir facilement parler en français, de devenir meilleur en anglais, d'être bilingue. Puis c'est de quoi que je veux apporter à mes enfants. C'est vraiment leur première année qu'ils vont à l'école. Mon petit gars est en maternelle, ma fille est en pré-maternelle. Donc, pour eux, en espérant qu'ils soient bilingues et qu'il n'y ait aucun accent d'un bord comme de l'autre, s'il y a de quoi, ils vont avoir de la misère en français encore plus que moi, je n'ai eu probablement. Donc, on va essayer, on va voir. Peut-être dans le futur, on va revenir au Québec, puis ils vont aller à l'école en français, donc ils vont peut-être avoir du rattrapage à faire de ce côté-là. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient mieux avoir ce problème-là que le contraire. Ben oui, je comprends. On le sent que le français est important pour toi. Oui. On le sent. Puis continue de nous jaser une fois semaine. Tu vois ça, tu vas garder le français. Exactement. J'ai pas le choix, puis j'essaie de faire attention. Je trouve ça, mettons que tu me donnes le choix encore aujourd'hui, est-ce que tu veux faire une entrevue en anglais ou en français? Puis là, les gens du Québec vont m'haïr parce que j'adore le Québec, puis je m'ennuie d'être là. Mais ça reste que je choisirais en anglais. J'ai mes réponses au fond de ma tête dit en anglais. Je fais toutes les entrevues après les pratiques en anglais. Après les games, c'est en anglais. Une fois semaine, c'est en français. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Quand on a eu notre run en playoff, justement, en 2019, j'aimerais voir mes entrevues en français la première ronde, puis après ça, vers la fin, parce qu'elle parlait avec les journalistes à tous les matins. C'est comme si, à un moment donné, je devenais avec j'avais des réponses, j'avais des choses qui me venaient en tête de plus en plus. Donc, en espérant que je m'améliore de ce côté-là aussi. Mais je te rassure, David, là, je te le dis, là, vraiment, là, ça paraît pas du tout. Je sais que tu travailles plus fort, mais ça paraît vraiment pas. Puis nous, on l'apprécie, puis je me fais un peu le porte-parole de tous les gens qui nous suivent parce qu'il y a énormément de commentaires à chacun de tes passages. Encore aujourd'hui, wow, merci. Éric Savard a écrit « Cool, David, c'est le fun de t'entendre. Tu te laisses aller, tu nous racontes des choses personnelles. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a plein de gens. Fait que j'en profite pour te remercier, mon David. Puis dans une semaine, on va se reparler en français, mercredi prochain. Yes. Ben regarde, tu dis quoi, Yannick? Je me sens vraiment privilégié. Bon, parfait. Dano, la semaine prochaine. On parle de Phil la semaine prochaine. Laissez-moi l'appeler entre les deux pour les négociations sont rendues où avec Montréal, là, puis on checkera ça. C'est bon. Salut, David. Salut les boys. Yes, bonne journée. Bye. Ça va le fun encore une fois avec David Perron. Mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, on a tourné ça différemment, puis c'est correct, tu sais, quand il y a moins d'actualité, à un moment donné, les gens aiment ça aussi quand on va sur des notes un peu plus personnelles. Puis, tu sais, c'est personnel, mais c'est correct, là, c'était pas rien d'intime, là. Je pense que les gens ont bien apprécié. Puis, Martin, pour terminer, puis je vais te laisser terminer, mais juste avant, je veux remercier, comme à l'habitude, toute notre équipe. Valérie à la réalisation mise en onde, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS en régie, tout le monde qui a fait un travail fantastique avec nous encore une fois aujourd'hui. Et surtout, merci à nos invités Guy Boucher, David Perron et vous les jaseux de votre participation via Facebook, YouTube, rds.ca, à la télé sur RDS également. Ça a été encore une fois un privilège d'être avec vous ce midi. Oui, puis en début de show, tu as parlé des gens dans ton coin de pays, à Sorel, là, surtout à l'hôpital, parce qu'il y a de plus en plus de cas dans le coin de Sorel. Il y en a aussi beaucoup un peu partout au Québec. Donc, tu as fait des salutations en début de show. J'espère que vous avez pu passer une belle heure de lunch en notre compagnie. Lâchez-nous pas. On a besoin de vous autres. Puis merci pour tout ce que vous faites. Yann, tu es excellent. Beau chandail en plus, je ne l'ai pas celle-là. Salutement. On se rejase demain. Salut, bye.